Arrête, malheureux. Mais qu'est-ce qui se passe, Tricotine? Tu allais envoyer tes données personnelles à qui? Mais je sais pas, moi, Tricotine. C'est juste un site qui permet de retrouver des épisodes inédits des Teletubbies. Alors que celui-ci, moi, je l'ai déjà vu plusieurs fois, je le connais par cœur, je connais l'intrigue, je connais les personnages. Alors j'en cherche des nouveaux que je connais pas encore. Son innocence m'étonnera toujours. Sais-tu seulement ce qu'est un cookie? Et je ne parle pas des gâteaux. Laisse-moi t'expliquer. Tes données personnelles ont peut-être déjà été récupérées si tu t'es inscrit quelque part ou que tu as donné ton numéro de téléphone dans un formulaire. Le résultat, c'est que tu vas recevoir des SMS publicitaires sur ton téléphone, des mails pour te vendre des trucs dont tu n'as pas besoin, des pop-up intempestifs et même des publicités envoyées par la poste. Et ça peut même être pire encore. Si tes données personnelles sont dans des bases de données qui se font pirater, celui qui va les acheter sur le dark web, c'est pas pour t'offrir des nounours en guimauve. Ça risque d'aggraver encore le risque de te faire pirater. Enfin, tu me fais peur, Tricotine. Comment je peux faire pour éviter tout ça? Pour ça, tu peux utiliser les services d'Incogni, notre partenaire d'aujourd'hui. Tu leur dis qui tu es et ils se chargent à ta place de rechercher tes données personnelles dans les bases de données et ils demandent leur suppression. Comme ça, tous les spams et les SMS que tu reçois parce que ton nom est dans les bases de données, eh bien ça va finir par s'arrêter. Tu vas sur le lien qui est en description et tu as 60% de réduction sur l'abonnement d'1 an. Et oui, parce que Incogni enlève tes données, mais tu vas encore t'inscrire à des trucs ou accepter des cookies et tes données peuvent encore finir sur Internet. Donc Incogni continue à vérifier tout ça régulièrement pendant 1 an. Clique sur le lien en description et avec le code de réduction Tricotine, tu bénéficies d'une grosse réduction sur le tarif habituel d'Incogni. Le code de réduction Tricotine, tout en minuscule avec un T au début et 2 T au milieu. Et qui ne connaît notre Jean Lassalle national? Le bonhomme a tout de même remporté plus d'1 million de voix aux dernières élections présidentielles, mais saviez-vous que Jean Lassalle n'est ni le premier ni le seul député à avoir, avoir apporté un petit peu de fantaisie à l'Assemblée? En effet, notre histoire parlementaire fourmille de députés pittoresques. La dernière fois que quelqu'un a utilisé l'adjectif pittoresque sur YouTube, c'était en 1912. Me fiche-moi la paix, Tricotine. YouTube en 1912? C'était en noir et blanc. Ah bon. Mais est-ce que moi... où en étais-je déjà? Je ne sais plus. Ah oui, les députés pittoresques. Aujourd'hui, c'est donc à une vidéo un petit peu plus légère que d'habitude à laquelle je vous invite. Mais tout d'abord, magie. Et oui, nouveau studio, nouveau décor, nouveau chat. Non, c'est toujours Tricotine. C'est juste qu'elle a décidé d'employer sa fille Lily Tigresse comme intermittente du spectacle. Et maintenant, générique. L'un des apéritifs les plus populaires en France est ce mélange de vin blanc et de crème de cassis. Mais saviez-vous qu'il tire son nom d'un ecclésiastique devenu député, le chanoine Kir? Évidemment, tout le monde à Dijon sait ça. Chez eux, c'est même une sorte de gloire locale. Mais ailleurs en France ou dans le monde, on a peut-être un peu trop oublié le bonhomme, qui avait pourtant un sacré caractère. Quelques exemples avant d'en arriver à sa carrière parlementaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les maires sont remplacés par des délégations municipales désignées par l'État. Félix Kir prend l'autorité de la tête de celle de Dijon, et tout en faisant semblant d'être plus ou moins favorable à certaines mesures prises par le régime de Vichy, il transforme néanmoins sa mairie en véritable usine à faux papiers, ce qui va permettre à des centaines de prisonniers de disparaître dans la nature. Il finira d'ailleurs par être condamné à mort pour ça par les Allemands, mais ceux-ci hésitent quand même un petit peu à fusiller un prêtre, et ils finissent par y renoncer. Un jour qu'un officier vient à la mairie pour leur réclamer 100 tonnes de paille réquisitionnées par l'armée d'occupation, il lui répond avec son savoureux accent bourguignon « Mais c'est une mairie ici, pas une ferme, si vous voulez me faire fusiller avec ma peau, vous voulez peut-être du saucisson, mais pas du fourrage. » Les collaborateurs finissent cependant par comprendre son double jeu vis-à-vis des autorités. Et, en janvier 1944, il est victime d'une tentative d'assassinat de la part de la milice. Il reçoit 11 balles dans le corps, mais il survit. Le bonhomme a quand même la peau dure, puisqu'à l'époque, il a pratiquement déjà 70 ans. Il disparaît quelque temps avant de réapparaître à la Libération pour être élu triomphalement maire de Dijon en 1945. Il sera d'ailleurs constamment réélu à ce poste jusqu'à sa mort en 1968, à l'âge de 92 ans.
La même année, en 1945, il est également élu député. Et puisqu'il est dijonnais, la presse le surnomme rapidement le moutardier du pape. De toute sa carrière de député, on retient principalement ses multiples interventions intempestives pendant les séances publiques. En effet, il abuse de son âge et de son statut de prêtre pour violer impunément les règles de l'Assemblée. Il intervient à tout bout de champ, interrompt l'orateur, évidemment sans tenir aucun compte des rappels à l'ordre. Un jour, président de l'Assemblée, alors je crois qu'à l'époque c'était Vincent Auriol, le président de l'Assemblée lui dit « Monsieur le chanoine, gardez toutes vos interventions pour le moment, vous nous en ferez un discours tout à l'heure. » Il faut dire que ce curé cabotin n'a pas sa langue dans sa poche. Un jour qu'un opposant anticlérical lui reproche de croire en Dieu alors que personne ne l'a jamais vu, il lui répond vertement « Et mon cul, tu l'as pas vu non plus et pourtant il existe !» Dans les années 50, la réputation du chanoine Kirr va grandissante. Il devient connu non seulement nationalement, mais aussi internationalement. Il est régulièrement invité à l'étranger, notamment en Union soviétique, où il est reçu en véritable chef d'État. Il ambitionne carrément de créer une fédération mondiale des nations pacifiques, dont il deviendrait le président. Et on murmure même qu'il rêve d'obtenir le prix Nobel de la paix. Naturellement, tout ça ne va pas sans inquiéter à la fois le gouvernement français et le Vatican, et c'est sans doute pourquoi De Gaulle n'appréciait guère le bonhomme, qui lui avait fait un jour l'affront de quitter la cérémonie avant la fin du discours du général. Et c'est sans doute pour se venger que le président de la République aurait déclaré que le chanoine Kirr, c'était pas un homme d'église, mais un homme de cirque. Bref, vous l'avez compris, le vieil athée anticlérical que je suis ne peut se défendre d'une certaine sympathie pour ce prêtre un peu excentrique qui avait parfaitement compris l'âme humaine et avait mis en place un petit culte de la personnalité autour de lui à Dijon, incitant par exemple les commerçants à vendre des cartes postales le représentant ou encore en donnant son nom à un apéritif classique dans la région. Vous le constatez, la vie et la biographie du chanoine Kirr ne manquent pas de sel. Le député dont nous allons parler maintenant lui avait plutôt un grain de poivre dans le sucrier. Avec son nom de personnage de vieille bande dessinée et son physique à l'avenant, Philibert Besson est tout simplement l'initiateur de la propagande électorale en France. Héros de la guerre de 14, médaillé de la Croix de guerre, il devient ingénieur en électromécanique avant de s'engager dans la marine marchande. À cette occasion, il fait plusieurs fois le tour du monde avant de revenir dans son département de naissance, la Haute-Loire. Là, ses frasques lui valent un petit séjour de quelques mois en hôpital psychiatrique pour avoir poursuivi sa cousine, dont il était éperdument amoureux, dans les rues du Puy-en-Velay. Il faut dire qu'il est revêtu de son grand uniforme d'officier pour la circonstance et qu'il est armé d'un pistolet. Libéré, mais semble-t-il pas guéri, nous allons le voir par la suite, il part pour l'Amérique, où il travaille quelque temps dans les usines Ford. Et là-bas, lors des campagnes électorales, il découvre quelque chose qui va lui servir toute sa vie, la force de la propagande électorale. De retour en France, avec ses économies, il s'achète d'abord une moto, une BMW Flat Twin, puis une voiture, une Ford T, avec lesquelles il fait le tour du département. Il distribue lui-même ses proclamations aux électeurs et dans chaque village, il monte sur le toit de sa voiture pour faire ses discours. Élu conseiller d'arrondissement en 1928, il devient maire de Voray-sur-Arzon, sa commune de naissance, l'année suivante. Très vite, tout le monde s'aperçoit qu'il a une conception, très personnelle de ses fonctions. Il oublie de convoquer l'opposition aux conseils municipaux. Alors qu'il est indifférent avec le juge de paix, il ferme à clé les portes de la mairie pour l'empêcher d'accéder à la salle d'audience, etc., etc. Mais, malgré ses outrances, Philibert Besson est quand même très populaire auprès de ses administrés. Il faut dire que monsieur le maire a un point de vue politique et social sympathique. Il défend les petits contre les gros, il s'oppose au lobby et au monopole, notamment celui des chemins de fer. Et pour mettre en œuvre son programme, il veut fédérer les pays d'Europe en 1932. Il veut aussi réduire les intermédiaires dans les échanges commerciaux, il veut instaurer le du producteur au consommateur, et pour prouver que tout ça, ça marche, il met en place les pains Philibert Besson, histoire de montrer qu'on peut les produire moins cher. Et tout ça, ça plaît, même si ça frise parfois le populisme, et ses électeurs ne l'appellent bientôt plus que
Philibert. Mettant ses idées politiques en pratique, il refuse obstinément de payer ses billets de train. Et puisqu'il veut s'opposer à ce qu'il appelle la spoliation des paysans par les compagnies électriques, les vautours de l'électricité comme il les appelle, il abuse de ses pouvoirs de maire en faisant arracher par des bœufs attelés les poteaux électriques qu'il estime mal plantés par les compagnies concessionnaires de l'électrification des campagnes. Alors naturellement, tout ça ne plaît pas, mais alors là, pas du tout en haut lieu. Et il finit par être suspendu, puis révoqué par le préfet de la Haute-Loire. Mais Philibert n'a pas dit son dernier mot. Aux législatives de 1932, il enfourche à nouveau sa moto, bat encore les campagnes, distribue ses prospectus, colle lui-même ses affiches et remonte sur le toit de sa voiture pour mieux haranguer ses électeurs. Ceux-ci l'écoutent, mi-goguenard, mi-curieux du discours de ce brillant orateur. Et là, l'invraisemblable va se produire. Alors qu'il n'est arrivé que deuxième, quand même, au premier tour du scrutin, après le candidat socialiste, et qu'il n'a guère de chance de remporter le second tour, il est pourtant élu député de la Haute-Loire le 8 mai 1932. Il faut dire que le candidat de droite, qui était arrivé troisième au premier tour, pour faire échec au candidat de gauche, s'est désisté en faveur de Philibert. Et c'est ainsi que la droite porte à la députation le révolutionnaire le plus furieux de toute la région. Très vite, Philibert se fait remarquer, non seulement par ses collègues du Palais Bourbon, mais aussi par la presse. Car avec son physique atypique et ses discours exubérants, il ne passe pas inaperçu. Il fait la joie des caricaturistes. Mais comme il a plus d'un tour dans son sac, il passe chez le coiffeur, se fait photographier et il distribue les photos autour de lui tout en déclarant « J'aurais bien coupé l'herbe sous le crayon ». C'est d'ailleurs cette photo qui figure encore aujourd'hui sur le site de l'Assemblée nationale. Peu à peu, il devient également connu du grand public et il est même cité dans une chanson de Georgius au lycée Papillon. Au lycée Papillon. On y fait le caviar et la mortadelle, et c'est là que mourut Philibert Besson. Sa popularité est telle qu'à une réunion publique qu'il organise à Saint-Étienne, place Chavanel, dans ce qui n'est encore à l'époque qu'un marché couvert, plus de 30 000 personnes seraient pressées pour l'écouter. Le meeting ayant été interdit par les autorités, les haut-parleurs coupés, Philibert ne se démonte pas, il monte sur une pendule située à plus de 5 mètres de haut pour haranguer la foule. Mais il n'y a pas que ces esclandres à l'Assemblée nationale ou ailleurs qui font parler de lui. En quelques mois, ce sont pas moins de 17 procédures pénales différentes qui sont diligentées contre lui. Et parmi elles, la plus importante, celle qui pourrait lui faire perdre son mandat de député, provient d'un huissier de justice. Trouvant exubérants les tarifs de l'huissier, Philibert se rend à son étude, lui jette une liasse de billets sur la table en guise de règlement, et avant que l'auxiliaire de justice ne se rende compte qu'il ne lui a donné qu'une petite partie de la somme, Philibert récupère les quittances de règlement avant de s'enfuir à toutes jambes. Condamné pour vol, après le rejet de son pourvoi en cassation, le 7 mai 1935, l'Assemblée nationale se réunit solennellement pour prononcer la déchéance du député Philibert Besson. Alors que les policiers attendent à la sortie celui qui, dans quelques minutes, ne sera plus protégé par l'immunité parlementaire, Philibert prend une dernière fois la parole. « Messieurs, d'avance je m'incline, et en vous pardonnant, je vous traite tous d'assassins. » Là, c'est un véritable tumulte dans l'hémicycle, chacun s'exclame, le désordre est absolument indescriptible. Et profitant de ce tohu-bohu, Philibert Besson sort par une porte de service. Il échappe à la police, prend un taxi et disparaît totalement. Pendant 2 jours, la police et la presse le cherchent partout dans Paris, avant qu'enfin la vérité n'éclate. L'ancien député a pris le maquis en Haute-Loire. Et pendant 10 mois, il va échapper à toutes les recherches. Il se déguise en paysan, en ecclésiastique, et même en femme, pour mieux échapper aux 4 inspecteurs de police dépêchés sur place, ainsi qu'à la gendarmerie locale. Le jour, dans des fermes amies ou dans des granges, il dort, où il écrit son nouveau pamphlet « Peuple, tu es trahi ». Et le soir, il organise discrètement des réunions avec ses sympathisants. À Saint-Étienne, au Puy-au-Velay, partout en Haute-Loire, mais également à Paris, des comités de défense se constituent, les comités Philibert. Et puis, puisque le siège de député du département
est vide à l'Assemblée nationale, il faut bien organiser des élections partielles pour remplacer Besson. Et voilà que parmi les candidats se présente un certain François-Joseph Archer. Archer est un ami de Philibert, polytechnicien et ingénieur des mines. Il s'agit d'un riche et gros propriétaire terrien qui a largement subventionné les diverses campagnes électorales de Philibert Besson. Son mot d'ordre: en élisant Philibert Besson, vous aviez envoyé un demi-fou à la Chambre. En m'élisant, vous y enverrez un fou complet. Et bien, contre toute attente, il est élu. Quelques mois plus tard, à Paris, le 14 juillet 1935, il appellera les Parisiens à prendre d'assaut la Banque de France, cette Bastille moderne, comme il l'appelle. Décidément, ces deux-là font vraiment la paire. Peut-être fatigué de son éternelle cavale, Philibert Besson finit par se constituer prisonnier à Paris, après 10 mois de clandestinité. Gracié par le président de la République, Albert Lebrun, il recommence ses activités politiques, mais cette fois en vain. Tout le monde est passé à autre chose et plus personne ne le prend au sérieux. Il en est réduit à un rôle purement folklorique. Sa fin sera triste, puisqu'il meurt à la prison de Riom en 1941. Il avait été condamné à 3 ans de forteresse par le Conseil de guerre pour avoir tenu des propos défaitistes pendant la drôle de guerre, qui rapidement est devenue une guerre qui n'était plus drôle du tout. Ses gardiens le passent régulièrement à tabac. Il faut dire que cet éternel révolté avait été l'un des meneurs d'une mutinerie dans la prison dans laquelle il était incarcéré. Il paraît qu'aujourd'hui encore, en Haute-Loire, il n'est pas rare, au soir des élections, de trouver dans les urnes quelques bulletins de vote au nom de Philibert Besson. Avec Philibert, nous avions atteint un sommet en matière d'excentricité. Alors redescendons maintenant un petit peu d'un cran et reposons-nous des multiples frasques du député Besson avec l'austère Casimir Michou. Casimir Michou est médecin. Mais ce n'est pas sa vocation première, puisqu'il a commencé sa vie active comme instituteur. Mais en 1851, survient le coup d'État du 2 décembre qui porte au trône impérial le président de la République récemment élu, Louis-Napoléon Bonaparte. Louis-Napoléon Bonaparte, c'est le neveu de son oncle. Et comme Michou est républicain, il refuse de prêter serment à l'Empire. Du coup, il démissionne de son poste dans l'instruction publique et il fait sa médecine. Quelques années plus tard, voici notre Casimir, médecin de campagne, dans le rude département de l'Aube. Il va y exercer sa profession pendant 30 ans. Ce n'est certes pas l'un de ces médecins fortunés et roulant carrosse. Au contraire, l'Aube est alors un département rural et pauvre à l'image de ses habitants. Il ne bénéficie pas encore de l'appellation Champagne, contrairement à son voisin, la Marne. Et comme la clientèle paysanne du docteur Michou n'est pas riche, il ne les guère davantage, et il n'a pas les moyens d'entretenir un cheval, et encore moins une voiture à cheval, parce que la voiture à pétrole reste encore à inventer. Alors, tout naturellement, il s'achète un vélocipède. C'est ainsi qu'à l'époque on appelle le vélo. Et pendant 30 ans, notre docteur Michou, au guidon de son grand bi, parcourt les petites routes et les durs chemins de la campagne auboise pour soigner ses patients. Nous voici maintenant en 1881. Le docteur Michou vient d'être élu député de Bar-sur-Seine. Et comme il en a l'habitude depuis 30 ans, c'est tout naturellement avec son vélocipède qu'il arrive à l'Assemblée nationale. Soucieux de ses économies, il a préféré embarquer par le train ce moyen de transport économique plutôt que de recourir au coûteux fiacre parisien. Imaginez la scène. Un homme d'une 60aine d'années, vêtu d'une vieille redingote élimée, juché sur un grand bi à près de 2 mètres du sol, tenant son guidon d'une main et son chapeau de forme de l'autre afin d'éviter qu'il ne s'envole. Le spectacle a tout pour amuser, et il amuse ses collègues parlementaires, le public, la presse. Mais, en revanche, ça n'amuse pas, mais alors là, pas du tout, le président de l'Assemblée nationale. À l'époque, il s'agit de Eugène-Henri Brisson. On fait rapidement savoir à monsieur le député Michou qu'il ferait bien à l'avenir de choisir un autre moyen de transport. Mais Casimir s'entête. Il s'entête d'autant plus
qu'un des premiers projets de la nouvelle législature est de taxer le vélocipède. À la fin du XIXe siècle, il est encore vu comme un loisir élégant réservé aux oisifs appartenant aux classes aisées. Et c'est tout naturellement que le ministre des Finances, toujours habile à plumer la volaille sans trop la faire crier, entreprend de taxer le vélocipède comme objet de luxe. Le sang du député Michou ne fait qu'un tour, et il entame sa croisade solitaire pour s'opposer à cette taxe qu'il juge indigne. Pour lui, et il l'a prouvé toute sa vie de médecin de campagne, le vélocipède est le moyen de locomotion des pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter et d'entretenir un cheval. Et Casimir de se lancer dans un long et vibrant plaidoyer dans lequel il explique que c'est grâce au vélocipède qu'il a pu pendant plusieurs années soigner gratuitement les malades de sa circonscription. Si j'avais dû acheter et entretenir cheval et voiture, comme je suis sans fortune, je n'aurais pas pu ne pas faire payer mes malades. Mais rien n'y fait. Ses collègues tiennent à leurs taxes. Et ce n'est pas le ministre des Finances qui dira le contraire. À bout d'arguments, le docteur Michou s'emporte. Le vélocipède soutient celui qui est porté, n'est-ce pas? Eh bien, il viendra un moment, si vous voulez être logique, vous demanderez aussi un impôt sur la canne, qui soutient également celui qui s'en sert. Je suis même très surpris qu'on ne demande pas un impôt sur les parapluies, par exemple. Hélas, malgré les efforts de Casimir, la taxe sur le vélocipède est tout de même votée. Pourtant, le député Michou avait raison, fondamentalement raison. Le vélocipède, renommé le vélo entre-temps, sera devenu le moyen de transport quotidien de millions de Françaises et de Français, 30 ans plus tard, peu avant la guerre de 14. Vous l'avez compris, le docteur Michou est économe. Et il économise sur tout, sur ses moyens de transport, mais aussi sur sa nourriture. En effet, il profite largement des facilités mises à sa disposition par les services de l'Assemblée nationale. Il fréquente assidûment la buvette dont les tarifs avantageux lui permettent d'économiser le prix des repas au restaurant. Il paraît que c'est là qu'on peut le trouver plus souvent qu'à son bureau, ce qui fait qu'un collègue facétieux le surnomme bientôt Michou-sur-Bar, député de Bar-sur-Seine. L'anecdote fait le tour des couloirs. Et comme les cafés au lait et les croissants de la buvette ne lui suffisent pas toujours, Casimir profite largement du buffet mis à la disposition des députés pendant les longues séances de nuit. Là, il enfourne goulûment les petits pains au jambon aux grands dents des députés retardataires qui trouvent ainsi assiette vide, d'autant plus que monsieur le député Michou a aussi la fâcheuse habitude d'enfourrer plein les poches de sa redingote, des fois qui viendraient à manquer. Tout le monde sait ça à l'Assemblée, et ça n'a pas échappé à Clémenceau. Clémenceau est alors un jeune député, et un jour que Michou n'avait laissé qu'un ultime sandwich sur le buffet, Clémenceau s'en empare, se lance à sa poursuite dans les couloirs, en criant « Michou, Michou, vous avez perdu ça !» À l'Assemblée, le ridicule tue, et Michou ravale sa rancœur. Mais Casimir aura sa vengeance près de 20 ans plus tard. Clémenceau est entre-temps devenu un homme politique incontournable, et en 1888, il est candidat à la présidence de la Chambre des députés. Et là, je cite l'excellent ouvrage de Bruno Fulini, La Chambre ardente, d'où j'ai extrait d'ailleurs plusieurs anecdotes concernant Michou. Au troisième tour, les deux candidats font jeu égal à 168 voix. Et Méline, alors Méline c'est l'adversaire de Clémenceau, Méline est proclamé au bénéfice de l'âge. Clémenceau enrage, raté le perchoir à une voix près. Vengeant son honneur bafoué, le radical Michou a voté avec la droite. Nous sommes maintenant en 1897. Le Palais Bourbon s'apprête à accueillir un nouveau député. Seulement, ce député est musulman. C'est même le premier député musulman de France. Le voici qui s'avance avec son burnous blanc, son grand turban et ses magnifiques bottes de cuir rouge décorées d'arabesques dorées. Il n'a pas manqué tout à l'heure de la prière, de faire ses ablutions rituelles, puis de recueillir un petit peu d'eau au creux de sa main pour y plonger son visage et sa barbe, avant de regagner benoîtement la salle des séances à l'Assemblée nationale.
Sauf que ce député musulman s'appelle Philippe Grenier et qu'il est né à Pontarlier. Succédant au député du Doubs mort en cours de mandat, lequel député répondait au prénom peu ordinaire de Dionys et au nom ordinaire. Ordinaire, c'est son nom, hein, ordinaire. Il s'appelait Dionys Ordinaire, je ne sais pas si vous me suivez. Succédant donc au député Dionys Ordinaire, Philippe Grenier va être un député extraordinaire. Comme Casimir Michou, il est médecin, car il y a toujours eu beaucoup de médecins parmi les députés, presque autant que d'avocats. Et comme Michou, c'est un peu le médecin des pauvres. Mais comment se fait-il que ce fils d'une famille de la bonne bourgeoisie catholique de Pontarlier soit devenu musulman? Après de brillantes études de médecine, il décide en 1890 de rendre visite à son frère cadet qui est en garnison à Blida. Et là, comme beaucoup avant et après lui, il tombe sous le charme de cette culture qu'il connaît si mal. Il découvre l'Algérie et ses habitants et il se prend d'une véritable passion pour ce pays. Il apprend l'arabe, visite des mosquées, se fait des amis. Lors d'un second voyage, en 1894, il se convertit à l'islam, à la suite, semble-t-il, d'une grave maladie dont il pense avoir été guéri après avoir invoqué Allah. De retour dans le Doubs, il se met à exercer la médecine, toujours vêtu de son burnous et de son turban. Évidemment, sa tenue étonne un peu quand il arrive ainsi accoutré pour soigner un malade au fin fond de la montagne jurassienne. Mais comme c'est un excellent médecin et qu'en plus c'est un médecin généreux qui oublie souvent de faire payer sa visite lorsqu'il voit que ses patients sont pauvres et qui n'hésite pas à payer lui-même les médicaments qui ne peuvent s'offrir, il est très apprécié. À l'époque, il n'y a pas encore la sécurité sociale et si la santé n'a pas de prix, elle a un coût. Et c'est donc dans cette même tenue exotique qu'il siège à l'Assemblée nationale. Il y siège sous l'étiquette radicale, c'est-à-dire la gauche de l'époque. Et au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, des mots qui parlent à ses électeurs, il cherche à combattre à sa façon ce qu'on appelle les lois d'exception. À l'époque, les habitants des colonies françaises ont la nationalité française, mais pas la citoyenneté française. La nuance peut paraître subtile alors qu'elle est essentielle. Pour résumer, ils en ont les devoirs sans en avoir les droits. Ils n'ont par exemple pas le droit de vote. Et c'est contre ça que Philippe Grenier va s'élever. Mais s'il est musulman, il est aussi patriote. Et puisqu'il est originaire du Doubs, un département qui a bien souffert de l'invasion prussienne en 1870, il entend faire défendre son pays natal par de nouveaux régiments qui vont s'appeler des régiments indigènes. Et par cela, il veut, dit-il, faire accéder les musulmans de l'Empire français à la citoyenneté par le métier des armes. Alors évidemment, nous sommes à la fin du XIXe siècle et tout ceci n'est pas totalement exempt de préjugés, mais le député Grenier est pourtant très en avance sur son temps. Hélas, et c'est sans doute à cause de ses extravagances vestimentaires qu'il ne sera pas compris par ses collègues, qui voient surtout en lui un excentrique. Ils ignorent le visionnaire humaniste qu'il est. Seulement à l'Assemblée, lorsqu'on propose une loi qui a un coût pour les finances publiques, il faut aussi proposer le moyen de la financer. Mais Grenier n'est pas un fin politique. Plutôt que de flatter ses électeurs pour rester en place et tenter à long terme de mettre en place ses réformes, il enfourche un autre cheval de bataille qui va le mener à sa perte. Il entreprend de combattre l'alcoolisme. Il exige la diminution du nombre des débits de boissons, qui sont très nombreux à l'époque, et puis pour financer ses régiments indigènes, il propose d'augmenter la taxation des liqueurs, sans que l'on sache vraiment d'ailleurs si ce programme lui est inspiré par sa profession de médecin ou par sa foi musulmane. Mais tout ceci ne plaît pas, mais alors là, pas du tout à ses électeurs du Haut-Doubs. En effet, tout le département vit alors de la production de l'absinthe, la célèbre absinthe de Pontarlier. Il passe immédiatement aux yeux de ses concitoyens comme l'assassin de l'absinthe, qui a fait la fortune du pays. Et tout ça, ça va lui coûter son siège de député dès les élections législatives suivantes, non pas à cause de sa religion, non pas à cause de ses atours, mais plus simplement à cause des intérêts de l'industrie locale, que le docteur Grenier n'a pas su ou n'a pas voulu voir. Il reprend alors son métier de médecin des pauvres,
D'abord en burnous et turban, qu'il finit cependant par abandonner quelques années plus tard, tout en continuant de s'habiller de façon excentrique. Il n'aura pas la chance de voir l'un de ses rêves prendre vie. Il est déjà mort depuis 5 mois, lorsque, le 5 septembre 1944, les soldats du 3e régiment de tirailleurs algériens et le 3e régiment de spahis algériens libèrent Pontarlier du joug nazi, en compagnie des faits filiaux doux. Aujourd'hui encore, le costume porté par les députés fait régulièrement débat. Par exemple, à la suite du refus du port de la cravate et du costume par les députés insoumis voici 2 ans. Le bureau de l'Assemblée nationale a d'ailleurs voté une modification de son règlement intérieur concernant la tenue des députés. Le port de la veste est devenu obligatoire pour les hommes et celui de la cravate est recommandé. On a bien oublié que voici plus de 120 ans, le premier député français musulman a siégé en burnous sur les bancs de l'Assemblée en 1897. Bon, et notre Jean Lassalle dans tout ça? Jean Lassalle qui a d'ailleurs porté le gilet jaune dans l'enceinte de l'Assemblée, provoquant le scandale, une fois de plus. Vous le voyez, malgré son exubérance, il a fort à faire pour égaler ses prédécesseurs en guise d'originalité. Mais le bonhomme ne démérite pas pour autant, et il a un petit peu sa place en conclusion de cette galerie de portraits de députés atypiques. Berger, Jean Lassalle est élu maire de son village de Loudun-Sichère à l'âge de 21 ans. Il aurait pu mener une discrète carrière d'homme politique de province, et personne n'en aurait entendu parler à part dans sa belle région du Béarn. Mais Jean Lassalle en décide autrement. Hasard ou volonté de faire parler de lui, je ne sais pas. J'ai d'ailleurs toujours eu un petit peu l'impression qu'il n'avait jamais eu aucune stratégie cohérente ni aucun programme politique précis, à part sans doute de protéger les intérêts des habitants de sa circonscription, ce qui, après tout, pour un député, n'est déjà pas si mal. La première fois où il attire l'attention du public et des médias, c'est en 2003, lors de son premier mandat au Palais Bourbon. Alors, jeune élu inconnu à l'échelon national, même le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Jean-Louis Debré, ne connaît pas son nom, il arrive à faire le 20h au journal télévisé et la une de la presse nationale. Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Eh bien, il s'est levé alors que Sarkozy, qui à l'époque est ministre de l'Intérieur, était en train de commencer son discours, et il se met à chanter en béarnais le Secanto. Le Secanto, c'est un petit peu l'hymne des Pyrénéens. Il chante cela devant un Sarkozy absolument interloqué, et pourtant, celui-là, c'est pas forcément facile de lui river son clou. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cette émission. Alors, pourquoi Jean Lassalle se met-il à entonner le Secanto à l'Assemblée nationale? Eh bien, tout simplement parce qu'il entend protester contre la fermeture de la gendarmerie d'un village de sa circonscription. Elle était située sur un axe routier emprunté chaque jour par des milliers de poids lourds, et la fermeture de cette brigade risque de nuire à la sécurité la plus élémentaire de ce trajet. Il paraît qu'il avait averti Sarkozy quelques jours avant, histoire qu'il se penche sur le problème, mais comme l'autre était resté silencieux, comme il l'explique lui-même à un journaliste de Libération, « Écoute Sarko, tu ne veux pas m'entendre, mais un jour tu seras obligé de m'écouter. Je ne frappe jamais sans prévenir. » Devant le silence du ministre, il a l'idée de l'empêcher de parler en chantant. Et c'est peut-être ce jour-là que Jean Lassalle comprend qu'on peut devenir, sinon n'importe qui, tout au moins quelqu'un en faisant n'importe quoi. Et cette recette, il va l'appliquer à plusieurs reprises tout au long de ses 4 mandats de député. En mars 2006, il s'installe dans la salle des 4 colonnes. La salle des 4 colonnes, c'est celle qui mène à l'hémicycle. Et il s'y installe pendant 39 jours pour y faire une grève de la faim. Il entend ainsi protester contre la délocalisation d'une usine de la société japonaise Toyal, une fermeture qui risquerait d'entraîner la perte de 150 emplois. Et il n'arrête sa grève de la faim qu'avec l'annonce de Toyal de renoncer à la fermeture de son usine d'Akouz. Il paraît que Jean Lassalle a perdu 21 kilos dans l'affaire. Et si ce chat fait une allusion à mon poids, je l'extermine. François Bayrou, Bernay comme Jean Lassalle, avait bien essayé dans un premier temps de s'adjoindre ses services.
car il avait repéré son talent pour faire le buzz. Mais il a rapidement fait machine arrière quand il a compris que la salle est un ovni absolument incontrôlable et imprévisible, qu'il est capable du meilleur comme du pire, sans que l'on sache vraiment si c'est dans le pire qu'il est le meilleur ou si c'est dans le meilleur qu'il est le pire. Quoi qu'il en soit, Jean Lassalle a eu au moins le mérite de nous étonner et de nous amuser pendant toute sa carrière. Il était juste de lui laisser le dernier mot pour clore cette petite galerie de portraits de députés excentriques. Quelle que soit celle ou celui que vous éliriez en dehors de moi, de toute façon, il vous en tuera. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag après le générique, comme d'habitude, et si vous voulez en savoir davantage sur tous ces personnages ou en couleur que je viens d'évoquer, je vous conseille vivement la lecture du bouquin déjà cité de Bruno Fuligny, La Chambre ardente, utopiste et aventurier du Palais Bourbon. Bruno Fuligny est un écrivain très prolifique, sur beaucoup de sujets qui m'amusent et qui m'intéressent, et j'avoue que je le recevrai volontiers lors d'un de mes lives sur Twitch, si jamais j'arrive à rentrer en contact avec lui. Quant à notre galerie de députés un petit peu loufoque, comprenons bien que l'Assemblée nationale est en quelque sorte un échantillon représentatif de notre société. Alors, ne nous manquons pas trop de ces députés atypiques, car leurs défauts, ce sont un petit peu les nôtres. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse de temps en temps des vidéos comme celle-ci, un petit peu différentes de mes vidéos habituelles. Et si elle vous a plu, alors vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces deux vidéos de Vous avez le droit. Non, mais enfin, si vous changez tout sans arrêt de sens, je ne vais pas y arriver. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de Vous avez le droit. Tu n'as jamais envisagé de devenir député ?